Ce garçon a découvert quelque chose de tellement répugnant à propos de cet homme qu'il a fini par perdre la vie à cause de cela. Cette affaire est tellement absurde et écœurante que même si elle a déjà été abordée dans certaines productions de true crime. J'ai décidé de vous en parler parce que je me suis demandé à quel point l'esprit d'une personne peut être déformé, à quel point il peut devenir tordu, au point que même l'amour qui naît avec la venue au monde d'un enfant ne puisse pas réparer ou, au moins, atténuer cela. C'est bizarre ce que certaines personnes sont capables de faire pour garder leurs sales secrets cachés. Cette histoire n'a, comme le dit la chanson, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit faire? Je vais te raconter toute l'histoire en détail. Je suis Marcos Campos. Soyez les bienvenus. Si possible, laissez un like ou un commentaire, même un emoji, cela aide beaucoup. Rejoins notre club de membres. Si tu ne peux pas de souci, il suffit de faire ça, un like, un commentaire, et c'est déjà, tu vois, super pour l'engagement ici. D'accord. Message des données, passons aux faits. Le personnage principal de l'épisode d'aujourd'hui est Dylan Nicholas Redwine. Il était né en février 1999 à La Plata, dans le Colorado, aux États-Unis, fils de Mark Redwine et Ellen Hatfield qui avait déjà Corey. Quand Dylan est né, Corey avait déjà 8 ans. Et la famille est décrite comme apparemment normale. D'ailleurs, Mark a été décrit comme un bon père présent. Il aimait les activités en famille. Mais bon, j'en parlerai plus tard, mais ce que je peux dire maintenant, c'est qu'en 2007, quand Dylan avait 8 ans, les choses ont commencé, disons, à devenir compliquées. C'est là que sont apparues les premières tensions dans cette histoire. Parce que la mère, Hélène, a demandé le divorce à Mark, parce que selon elle, il y avait quelques disputes à la maison, quelques discussions. Le mariage n'était plus le même et ils ont commencé à se disputer la garde des enfants. À ce moment-là, déjà au moment des faits, Dylan, notre protagoniste, avait 8 ans, son frère avait déjà 16 ans, c'était déjà un adolescent. Et le père, évidemment, est parti vivre ailleurs, il a déménagé. Et au début, ils avaient la garde partagée. Le couple avait la garde partagée des enfants. Donc certains jours, les deux garçons allèrent passer quelques jours avec le père, puis ils restaient quelques jours avec la mère, et leur vie s'est déroulée ainsi. Mais en 2011, quelque chose s'est passé. Parce que Dylan et Corey, les deux frères, ont commencé à éviter d'aller chez leur père. Et cela a créé encore plus de conflits entre le couple. Parce que Mark a accusé Hélène de monter les garçons contre lui pour qu'il ne veuille plus lui rendre visite, en le dénigrant par ses paroles ou actions. Alors, il a contacté ses avocats pour qu'ils saisissent réellement la justice afin d'obtenir la garde définitive. Contentieux, hein, les gars? Les choses sont devenues plus sérieuses, car l'homme pensait que son ex-femme dressait les enfants contre lui. Corey était déjà adolescent pour ne plus vouloir voir son père. Mais ce n'est pas tout à fait ça, vous allez voir. En 2012, un an après ce conflit, lors de l'audience sur la garde, Mark n'a pas obtenu la garde exclusive de ses enfants, comme il le voulait. Le juge a décidé que la garde resterait partagée, mais que les enfants devraient rendre visite à leur père régulièrement. En fait, concrètement, c'est surtout Dylan qui a été concerné, n'est-ce pas? C'est pas trop. Il avait 13 ans. À ce stade de l'histoire, Corey était déjà majeur, donc il n'était pas obligé de rendre visite à son père. Mais même si légalement c'était le cas, il choisissait d'accompagner son petit frère lors de certaines visites qu'il faisait à leur père. Rappelons qu'en 2011, les deux avaient déjà des doutes et ne voulaient pas aller chez leur père. Il faut retenir cette date, d'accord? L'audience a eu lieu, la garde est devenue partagée, et Dylan, enfin, petit Dylan, à 13 ans déjà en train d'entrer dans l'adolescence, il était aussi obligé de rendre visite à son père, même contre sa volonté. Ainsi, nous arrivons en novembre 2012, lors de l'un des voyages pour rendre visite à la maison du père. Un de ces jours à respecter selon la justice est arrivé, alors Dylan a quitté sa mère. Ils habitaient à Colorado Springs et il a voyagé jusqu'à Bayfield, où son père vivait, pour passer quelques jours avec lui là-bas. Eh bien, en arrivant là-bas, le père a récupéré le garçon. Ils y sont allés chez Walmart faire des courses, puis ils ont pris un encas au McDonald's. Des choses très normales, ça, n'est-ce pas? Entre père et fils, ce moment complice. On va faire un tour au McDonald's, prendre un Happy Meal, puis on rentre à la maison, on regarde un petit film, on se détend, et on profite de ces jours-là. C'était le 18 novembre, et c'est maintenant que les choses commencent à devenir étranges. Il était 1h ou 1h30, le 19 novembre,
Un jour après l'arrivée de Dylan, Mark a appelé Hélène, la mère, disant qu'il était sorti le matin pendant que Dylan dormait sur le canapé. Il aurait eu un rendez-vous, alors il est sorti de la maison, il a décidé de ne pas réveiller son fils, qui dormait tranquillement là. Mais à son retour, il a constaté que le garçon n'était pas là et n'a rien trouvé de lui. Et là, à ce moment-là, il téléphone à Hélène. Un message plein de doutes. Elle trouve cela étrange, même si elle pense. Dylan ne voulait pas être là, n'est-ce pas? Il a été un peu forcé. Mais malgré cela, elle est certaine que son fils ne disparaîtrait jamais comme ça, sans rien lui dire. S'il avait pensé à s'enfuir de chez son père pour une raison quelconque, il aurait d'abord prévenu sa mère qu'il allait le faire. Eh bien, la journée est passée, donc encore sans trop d'agitation. Et Mark n'a prévenu la police qu'autour de 6h30 de l'après-midi ce jour-là. Alors, les agents sont allés à la maison pour faire une première vérification. Et là, Mark a raconté la même histoire qu'il avait dite à son ex-femme, qu'il était sorti. Le garçon dormait sur le canapé le matin, ne voulant pas se réveiller, et quand Mark est rentré vers 11h30, il était déjà parti. À 1h ou 1h30, il appelle sa mère pour raconter ce qui s'est passé. Mais pourquoi n'a-t-il contacté la police qu'à 6h? Ça, on ne le sait pas encore. Mais bientôt, on pourra peut-être en déduire la raison, même si cela n'a pas été pleinement éclairci. Mais continuons. Passons à la chronologie. Mark, à ce moment-là, lors de l'entretien préliminaire avec la police, a dit qu'il avait appelé plusieurs fois le portable de son fils, mais qu'il ne répondait pas. Ensuite, il a appelé les amis avec qui il aurait pu être. Aucun d'entre eux ne savait où se trouvait le garçon. Alors la situation a commencé à prendre une tournure sinistre. N'hésitez pas à en dire un. Étrange, quelque chose se passait. Personne ne savait où était Dylan. Il ne répondait pas au téléphone et ses amis non plus ne savaient rien. La mère était déjà désespérée dans l'autre ville au milieu de cet ouragan. Mark dit aussi à la police qu'il a remarqué que le sac de son fils n'était pas à la maison. Le sac contenait les papiers d'identité. Ses affaires avaient aussi disparu de la maison. De plus, Mark a dit qu'une canne à pêche qu'il avait sur la propriété avait également disparu. Qu'est-ce qui pousse l'enquêteur à croire que Dylan aurait pu partir sans prévenir personne pour aller pêcher dans un lac à proximité? À ce moment, la police envoie une équipe pour vérifier. Dans cette zone boisée avec un lac et une rivière, le garçon aurait pu y pêcher. Il aurait pu se passer quelque chose, un accident, il est peut-être coincé. Bref, ils sont partis du principe qu'il s'était passé quelque chose, mais que le garçon allait bien, qu'il attendait simplement les secours. À ce moment, ses amis, les réseaux sociaux et la presse locale ont diffusé sa photo. Ça avait déjà commencé, non ? La ville se mobilisait autour de la disparition de Dylan. La police a aussi avancé une hypothèse, comme cela arrive parfois. Cela pourrait être une disparition volontaire, l'enfant aurait pu s'enfuir pour une raison quelconque. Il ne coûte rien de le rappeler, n'est-ce pas, qu'il ne voulait pas être chez son père. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'à partir du 18, les choses deviennent étranges? Eh bien, au milieu de toute cette mobilisation de tout le monde pour retrouver Dylan, cette même nuit de sa disparition, vers 23h, tout le monde était angoissé, n'est-ce pas, par la disparition de Dylan. Sauf que Mark était chez lui, il n'aidait pas aux recherches. Le gars, croyez-le ou non, était à l'intérieur de la maison, la télé allumée, comme si de rien n'était. Tranquille, il regardait la télé, les lumières allumées, ceux de la maison, comme si l'enfant dormait dans la chambre pendant qu'il traînait avant d'aller se coucher. Incroyable. Quelques jours passent. Nous sommes déjà le 24, puis le 25 novembre, et toujours aucune nouvelle de Dylan. Les équipes utilisent déjà des chiens pisteurs, non? Qui détectent d'éventuels cadavres. Et ils commencent à fouiller toutes les zones. Des plongeurs sont également envoyés dans un lac où, soi-disant, ils seraient allés pêcher. À ce stade, les recherches étaient déjà très sérieuses. Des sonars ont même exploré le lac pour retrouver un corps. Le garçon serait soudain tombé et noyé, mais on n'a rien trouvé. Il avait tout simplement disparu jusque-là, et Mark continuait à montrer du désintérêt pour l'affaire. Lors des recherches, il ne questionnait même pas les policiers, contrairement aux attentes. Imaginez, les gars, un père dont le fils a disparu, vous seriez bouleversés, non? Que s'est-il passé? Vous avez trouvé? Tenez-moi au courant, je vous en prie. Le gars était là comme si de rien n'était. Il ne demandait pas si la police avançait, avait une piste ou suivait une enquête, rien. On aurait dit que le gars était paralysé. Et puis on arrive au 27 novembre, quand Hélène, la mère du garçon, porte une accusation contre Mark. Elle dit que Mark est directement impliqué dans la disparition de son fils. Et elle dit quelque chose de très grave à son sujet. Elle raconte que pendant ces années où ils ont commencé à se disputer, à se chamailler dans leur relation, il l'a menacé en disant que s'ils se séparaient, enfin, s'ils continuaient à se battre, à se disputer la garde et tout ça, il ôterait la vie de leurs enfants. Tout cela parce qu'il refusait qu'Hélène ait la garde des garçons.
C'est très grave, non? Et elle a continué, d'accord? Elle a dit qu'à cette époque, ils étaient dans une relation abusive. Et que Mark, même s'il avait été en fait un bon père à un certain moment de leur vie. Là-bas, quelque chose s'était passé pour que Dylan ne veuille plus aller chez son père. Mais personne ne le savait jusque-là. Et à cause des accusations d'Hélène, sans autre piste sur la localisation de Dylan. La police a commencé à considérer Mark comme la personne d'intérêt dans l'affaire. Alors, ils se rendent chez Mark pour la première fois dans le but de faire une perquisition. Et là, chez lui, les policiers détectent des traces de sang qui, après des tests effectués, s'avèrent compatibles avec le sang de Dylan. Mais à ce moment-là, ils considèrent cela comme normal. Car même l'actuel petit ami de Mark dit que Dylan a toujours été là. Donc cela venait d'une possible coupure qu'il s'était faite au pied à un moment donné, et il restait là quelques traces de sang. La police semble avoir pris cela en compte et n'a pas poursuivi l'enquête sérieusement. Et nous sommes restés sans rien jusqu'à février 2013, lorsque les chiens renifleurs ont de nouveau été appelés pour effectuer des recherches. Mais cette fois, ce n'était ni dans la forêt ni près du lac, mais autour de la maison de Mark. Et les chiens se comportent de manière étrange, comme s'ils détectaient une odeur de cadavre là, dans certaines pièces de la maison de Mark. Mais ils ne trouvaient rien de concret qui puisse être lié à ce que les chiens semblaient suspecter. À ce stade, peu de détails existent sur le déroulement de l'enquête. D'accord? C'est ce qui est dit. Les chiens ont eu un comportement étrange, comme s'ils détectaient quelque chose, et puis l'affaire n'a pas avancé. Il est même dit qu'à ce moment-là, Mark s'est un peu vexé, tu vois. Il dit, toi, je ne comprends pas pourquoi vous avez amené ces chiens pourris, ces chiens de merde, cette science de merde. Quelques mois passent, et nous sommes déjà au 26 février, soit 3 mois après la disparition de Dylan. Alors, Hélène et Mark sont invités à participer à une émission, un true crime show d'un gars appelé Dr. Phil. Dans cette émission, c'est comme des histoires de famille, avec des échanges de piques. Hélène est convaincue que Mark est impliqué dans la disparition de son fils. Et lui, il nie. Il dit fermement « Non, je n'ai rien à voir avec ça. Tu m'accuses parce que tu es en colère contre moi pour ceci, pour cela. » C'est un peu ce genre de confusion. Jean Kléber, tu vois? Et au milieu de tout ça, le présentateur propose à Mark de passer un test au détecteur de mensonges. Il dit qu'il ne pouvait pas le faire ce jour-là, car la veille de l'enregistrement, il avait touché son visage et beaucoup bu. Il était un peu bizarre et le test pourrait donner un résultat non concluant et il ne voulait pas se compromettre. Alors ça, qu'est-ce que le présentateur fait? Il lui donne une option, il dit « Très bien, tu ne veux pas le faire aujourd'hui, pas de problème, reviens demain et on enregistre. » Je ne pourrais pas non plus pour diverses raisons et c'est resté ainsi. Le temps passe sans rien, sauf que 8 mois après la disparition, enfin, quelque chose se passe. Les policiers et détectives poursuivaient leur enquête pour découvrir ce qui était arrivé à Dylan. Ils mènent des recherches sur une montagne près de la maison de Mark, à environ 16 km, et là, ils trouvent des fragments d'os, ainsi qu'un morceau de chemise, un t-shirt, une chaussette. Comme je l'ai dit, tout a été trouvé à environ 16 km de la maison de Mark. Et cette région où ils ont trouvé ces restes humains, ainsi que ses vêtements. C'était un endroit très escarpé, difficile d'accès. Surtout pour un garçon de 13 ans, sans aucune préparation pour ce genre d'aventure, disons. Cela suscite de nombreux soupçons. Et les fragments sont immédiatement envoyés pour analyse. Et une fois les résultats arrivés, il est prouvé qu'ils appartiennent en fait à Dylan Redwine. C'est un vrai tournant, non? La famille était anxieuse, contrairement à Mark, n'est-ce pas? Elle reçoit la nouvelle comme un coup de poing dans l'estomac, n'est-ce pas? En même temps, il y a ce soulagement de se dire « mince, ils ont au moins retrouvé ces restes mortels », mais aussi ressenti la douleur d'apprendre ce qui était arrivé au garçon. Parce que, malgré tout, ce n'est pas personnel. La mère, la famille et le frère espéraient encore retrouver le garçon vivant, mais en juin 2023, cet espoir a disparu. Et maintenant, nous arrivons au moment où nous allons découvrir ce qui est arrivé à Dylan. Au début, les gens ont pensé que Dylan avait pu être victime d'une attaque d'animal. Il est soudainement parti en fuyant la maison. Il est allé dans la forêt, disant avoir pris une canne à pêche et s'est fait attraper là-bas. Une attaque sauvage. Mais lorsque les résultats du médecin légiste sont arrivés, les choses ont changé. Il a constaté qu'il y avait des traumatismes sur les restes qui montraient l'utilisation de la force, ce qui n'était pas compatible avec une attaque animale. Ensuite, des biologistes, experts médico-légaux et autres spécialistes le confirmeront.
Donc à ce moment-là, l'affaire de disparition devient une affaire d'homicide. Mais il n'y avait rien sur place, ni sur ses vêtements, ni sur ses fragments, qui puissent donner un indice sur l'identité de l'assassin. Mais bien sûr, vous le savez déjà, la police considérait Mark comme principal suspect, mais il n'y avait encore aucune preuve qui puisse incriminer le père du garçon. En août, les chiens pisteurs retournent chez Mark et réagissent comme la première fois, montrant des signes d'étrangeté. Et maintenant, ils vont même à l'arrière du pick-up de Mark et ils flirtent là, vous voyez, c'est une odeur de cadavre. Mais il n'y a toujours aucun lien et l'affaire se refroidit bizarrement, tu vois. Je crois qu'il pensait que j'étais impliqué dans le braquage de mon fils Et on arrive au 19 août 2015 et la marque Redwine est officiellement considérée comme une personne d'intérêt dans la disparition et l'homicide de son fils. Et lui, comment il réagit à cette accusation formelle maintenant ? Jusqu'alors, il n'était qu'une personne d'intérêt suspecte, maintenant il était effectivement accusé. Il a dit que le garçon s'était enfui et que c'était une attaque d'ours, et même qu'Hélène, son ex-femme, conspirait avec la police pour le faire passer pour l'assassin de leur fils. Et puis, le 1er novembre 2015, disons qu'une autre pièce de ce puzzle, ou de notre chaîne criminelle, est retrouvée. Un couple se promenait dans une zone forestière et il trouve un crâne humain. Le crâne sera expertisé et confirmé comme celui de Dylan. Ce crâne était bien conservé grâce à l'endroit où il a été trouvé. Il n'a pas été attaqué par des animaux, donc il était suffisamment préservé pour qu'une bonne expertise puisse être réalisée. Et l'expert a conclu qu'il y avait là des traces de coups compatibles avec des coups de couteau. Et sur la base de toutes ces découvertes, ainsi que des investigations qui avançaient. Bien que je n'ai pas de détails dans les sources concernant ces preuves, le fait est qu'en 2017 seulement, c'est que Mark est finalement placé en détention provisoire sur la base de tout cela, des accusations. Il ne restait plus qu'à attendre le procès. Et le procès a été fixé pour 2018, mais il a été reporté plusieurs fois, 2019, 2020, 2021. Surtout entre 2019 et 2021 à cause de la pandémie. Donc il y a eu tout ce casse-tête, mais le procès a finalement eu lieu en 2021. La ligne de défense de Mark était la même qu'il a toujours soutenue depuis qu'il a commencé à devenir une personne d'intérêt. À savoir que Dylan avait fugué de la maison ce 19 novembre 2012. Il est entré dans une forêt et aurait été attaqué par un ours ou un puma, et ainsi de suite. Mais cet argument est fragile. Pourquoi le garçon fuirait-il la maison de son père pour aller au cœur de la forêt ? Il n'a jamais fait ça. Il n'avait pas l'habitude de faire ça, il n'était pas préparé. Pourquoi ferait-il ça ? Il se passait quelque chose. Et puis, les experts médico-légaux ont confirmé qu'il y avait une marque de couteau sur le crâne, une au-dessus de l'œil et d'autres dans la région du crâne. Elles ne sont pas compatibles avec une attaque animale, comme confirmé par des biologistes et d'autres experts. Il était évident qu'il s'agissait d'un homicide. Et le motif de cet homicide ? Eh bien, finalement, on arrive donc à la partie la plus répugnante, dégoûtante, bizarre de cette affaire. Tout devient clair à présent. Ce n'est qu'une question de temps avant de mettre Mark derrière les barreaux. Au 3e jour du procès, Corey, le frère aîné de Dylan, témoigne. Et là, il fait des révélations. Mon Dieu, vous allez voir, Corey commence à témoigner. Il raconte que lui et son frère allaient souvent chez leur père. Vous vous souvenez, jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus y aller. Et la raison, c'est qu'un de ces jours où ils étaient chez leur père, ils ont fouillé dans l'ordinateur de Mark. Et là, ils ont découvert des photos dégoûtantes. Le père portait des sous-vêtements féminins et mangeait ses propres excréments. Tout cela dans une couche. Une scène épouvantable qui a traumatisé les garçons, les a choqués. Et Corey, à ce moment-là, voyant tout cela, décide de prendre des photos avec son téléphone portable, là sur l'ordinateur, pour enregistrer ce qu'il voyait à l'écran de l'ordinateur. Et, selon Corey, ils n'en ont parlé à personne, ni lui, ni Dylan n'ont dit à qui que ce soit qu'ils avaient découvert cela. Mais bien sûr, tu imagines ? Le garçon avait 13 ans, l'autre était déjà majeur. Tu vois la photo de ton père ? Dans cet état, je ne sais même pas quoi dire. Alors, ils ont eu peur et n'ont plus voulu retourner chez leur père. C'est pourquoi, sans raison apparente, ils disent « Là-bas, non, on ne veut plus visiter ». Et alors ? Sauf que Corey avait cette prérogative de ne pas vouloir. Mais Dylan, le pauvre, non, n'est-ce pas ? Il devait y aller à cause de la décision, il devait rendre visite à son père. Tout ça, cette dispute idiote pour la garde, je le dis, cette dispute idiote pour la garde, les gars. Dans une telle situation, c'est déplorable pour tous, surtout pour l'enfant concerné. Adolescent, pour le couple lui-même, mince.
Ils étaient une famille normale. À un certain moment de leur vie, ils se sont aimés. Les Skypa, ça, ils n'ont jamais eu 2 enfants. Et puis on en arrive à une situation comme celle-ci. Mais ce gars devait déjà avoir ce trouble. Je ne sais pas ce qu'il pense. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas poursuivi la relation, déjà pervers ainsi. Mais il y a eu un épisode, encore en 2012, où Corey aurait eu une dispute avec son père. Et il a révélé à son père qu'il connaissait les photos, mais il a nié que Dylan était au courant. Il a protégé son petit frère. Quand Corey a témoigné au tribunal, imagine la réaction des jurés. Les choses ont pris une nouvelle tournure. Et alors, le procureur a souligné que la véritable raison du meurtre de Dylan était de préserver un secret honteux. La dernière fois que Dylan a utilisé son téléphone portable, c'était le 18, le jour où il est arrivé là-bas, chez son père, vers 9h30 du soir. Et la ligne là, c'est discuté. Dylan aurait sans doute utilisé les photos sur leur téléphone, avec son frère, pour confronter leur père. Cela aurait alors déclenché le crime. Après tout, n'est-ce pas, les gars, avoir ce secret pourri révélé, c'est bien pire que de prendre la vie de son propre fils. Bien sûr que je suis ironique, non ? Pour moi, c'est presque surréaliste. Comment est-ce possible ? Je l'ignore. Certains cas sont vraiment incompréhensibles pour ceux qui... Ce n'est pas Killing Game. Non, pourquoi faire? Toi que les gens soient ce que tu veux, toi qui veux prendre ça. Se nourrir, il ne resterait rien, pas d'odeur, il mourrait là. Un crime, une disparition sans corps, tu comprends? À ce jour, certains objets du garçon, comme le sac à dos, les papiers et le téléphone, restent introuvables. Il y a aussi falsification, je ne sais pas si c'est le bon terme. Vous rappelez-vous que Mark a dit que son fils avait pris une canne à pêche chez lui. Il a aussi tenté d'induire l'enquête en erreur en dirigeant les enquêteurs vers une fausse piste concernant l'emplacement du corps. Entraver l'enquête, c'est aussi un crime. Regardez comme c'est intéressant pour comprendre l'esprit de ce type et montrer qu'il n'a jamais été aussi normal qu'il le semblait. Au début de son mariage avec Hélène, une de ses ex-petites amies a témoigné et a dit qu'en fait la première épouse est là. Il a été marié à cette femme qui a raconté qu'en 1980, lors d'une randonnée et d'un camping en forêt, ils ont vécu cet événement. Mark lui aurait dit que cet endroit était parfait pour se débarrasser d'un corps. Et là, les gars, ça a déclenché un effet boule de neige, n'est-ce pas? Les révélations sordides ont éclaté sur ce Mark, ce dégoûtant. Un gars d'une banque où il y avait un compte d'épargne au nom de Dylan a dit que Mark était allé à la banque pour essayer de retirer toutes les économies de son fils. Ça laissait entendre à tout le monde qui était là. Pourquoi cet homme ferait-il ça? Comme si Dylan n'allait vraiment plus jamais revenir, n'est-ce pas? Il en était sûr, sinon pourquoi aurait-il retiré l'argent? S'il avait encore de l'espoir que son fils soit en vie, il aurait pensé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. Ensuite, il y a la condamnation, qui m'a aussi semblé étrange, un peu bizarre, on ne comprend pas vraiment. Cette défense a agi pour que ce type reçoive une peine aussi légère. Mark Redwine avait 59 ans, c'est peut-être pour ça. Ensuite, il a été condamné par le jury, qui a pris une décision unanime le 16 juin 2021, reconnu coupable de meurtre, de maltraitance d'enfants. D'autres circonstances aggravantes entourent la mort de Dylan Redwine, âgé de 13 ans en 2012. Il a écopé de 48 ans de prison, sans libération conditionnelle. Donc tu vois, ça va dépasser l'espérance de vie moyenne de n'importe qui, non? C'est peut-être pour ça qu'il a eu cette peine-là. Mais en même temps, quand on regarde le symbolisme, la peine est légère, non? Pour l'atrocité qu'il a commise contre son fils, pour préserver son sale secret, pour préserver à quel point il était ignoble, à quel point il était dégoûtant, non? Voilà les amis, c'était le cas du jour, vraiment lourd. Je crois que c'est l'un des plus dégoûtants que j'ai vu. C'est intéressant de savoir d'ailleurs, je n'ai rien trouvé à ce sujet. S'il avait une pathologie, qu'est-ce qui pousse une personne à faire ce qu'il faisait? Non. Si c'est juste de la perversion de ressentir du plaisir pour cette chose, non. Parce qu'il y a des choses qu'on voit parfois qu'ils sont. Non. Mais c'est ça. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.